Je m'appelle le capitaine Danica Merrill. J'ai 29 ans. À l'aérodrome de Brim, en Afghanistan, la poussière et la mort sont les deux seules choses qui semblent réelles. Mais le coup le plus mortel n'est pas venu de l'ennemi. Il est venu d'un appel satellite de mon beau-père, Richard, resté dans le Colorado. Sa voix était d'une gaieté écœurante. « Danny, super nouvelle. Je viens de vendre le chalet de ton père. » J'étais sans voix. « Ne sois pas si choqué, a-t-il gloussé. L'argent va éponger quelques dettes, et offrir à ta demi-sœur Chloé ce voyage en Europe. C'est pour le plus grand bien. Le mien, évidemment. Et puis, cette vieille cabane prenait juste la poussière, tout comme les médailles de ton père. Mon sang s'est glacé. Il pensait que 7000 miles de distance me rendait impuissante. Mais il ne savait rien du dossier de protection, ce bastion légal que mon avocate et moi avions signé il y a des années. Si vous avez déjà vu vos propres sacrifices traités comme des choses sans valeur, par votre propre famille, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous, car voici l'histoire d'une soldate qui a utilisé ses compétences du champ de bataille, pour faire triompher la justice chez elle. Le téléphone satellite s'est coupé, mais la voix de Richard flottait encore dans l'air sec de l'Afghanistan. Un écho toxique, résonnant dans le silence de mes petits quartiers. Il n'y a pas eu de cris, ni d'objets jetés contre les minces murs en contreplaqué. La rage qui m'envahissait était trop immense, trop profonde pour un si petit exutoire. C'était une chose froide et lourde, un bloc de glace se formant dans mes entrailles. Mon entraînement a pris le dessus, avant même que mon cœur ne puisse se briser. J'ai marché d'un pas engourdi vers les latrines de fortune. Le sol était granuleux, recouvert de ce sable qui s'infiltrait partout. Le visage qui me dévisageait depuis le miroir en métal poli était pâle, caché sous une couche de poussière. Les yeux étaient grands ouverts, mais d'une fixité absolue. C'étaient les yeux d'un soldat, et non ceux d'une fille blessée. Je ne le permettrai pas. J'ai joint mes mains sous le faible filet d'eau froide, et je me la suis aspergée sur le visage. Une fois, deux fois. Le choc thermique m'a ramené à la réalité, telle une encre physique dans un océan de chaos émotionnel. Ensuite, j'ai commencé mes exercices. Respiration tactique. Inspirer sur 4 secondes, retenir 4 secondes, expirer sur 4, retenir sur 4. Le bourdonnement dans mes oreilles a commencé à s'estomper. Le violent tremblement de mes mains s'est calmé. J'ai observé mon reflet, pendant que le soldat reprenait le contrôle. La rage n'avait pas disparu. Oh que non. Elle était simplement comprimée, raffinée, canalisée pour devenir quelque chose de froid, de tranchant et de déterminé. Ici, la concentration sur la mission, c'est la survie. On ne laisse pas l'émotion troubler son jugement. C'est tout simplement impossible. Mais je savais, avec une certitude qui me glaçait jusqu'aux os, qu'une nouvelle guerre venait d'être déclarée. Et la ligne de front ne se trouvait pas dans les montagnes de l'Hindoukouche. Elle était à 7000 miles de là, en plein cœur du Colorado. Mais avant de lancer une contre-offensive, j'ai fait une dernière tentative de diplomatie. J'avais besoin de croire qu'il restait un allié sur le front intérieur, une force amie sur laquelle je pouvais compter. Prenant une grande inspiration, j'ai composé le numéro de ma mère. L'espoir que je nourrissais était fragile, et il est mort en quelques secondes. « Maman » ai-je dit, la voix serrée. Richard vient de m'appeler au sujet du chalet. Un silence, un léger grésillement sur la ligne, puis sa voix, toute petite et fuyante. « Je sais » a murmuré Carole. Ces mots étaient à peine audibles, teintés d'une culpabilité qu'elle ne parvenait pas tout à fait à cacher. « Tu le savais. » Ma question était douce, mais elle portait le poids de mon monde entier. « Danny, écoute » a-t-elle commencé, sa voix prenant une tournure défensive. Richard a promis qu'il gérerait tout en douceur. Ne lui rends pas les choses difficiles. Il est soumis à beaucoup de stress en ce moment. Les excuses ont déferlé sur moi, chacune ajoutant une nouvelle couche de trahison. Les dettes, la pression, la promesse d'une solution rapide. Je l'ai écouté dresser le portrait d'un Richard en victime. Un homme acculé, forcé de faire un choix difficile. Difficile pour lui. J'ai fini par l'interrompre, la glace dans ma voix étant assez tranchante pour couper du verre. Il vend la maison de papa dans mon dos. Il vend notre maison, celle que papa m'a laissée. C'est juste compliqué, a-t-elle balbutié. Et puis, son ton est passé de fuyant à irrité,
exactement comme elle le faisait toujours, lorsque je refusais de plier. Pourquoi dois-tu toujours être si rigide, si militaire surtout? Ne peux-tu pas faire un petit sacrifice pour la famille, pour une fois? Ça y était. C'était le coup de grâce. Non pas de la part du combattant ennemi, mon beau-père, mais de la part de la seule personne au monde, qui était censée être mon allié inconditionnel. Faire un petit sacrifice. Comme si ma vie entière n'était pas déjà bâtie sur le sacrifice. Le mot est resté suspendu en l'air entre nous, telle une insulte obscène. À ses yeux, je n'étais plus sa fille. J'étais juste une ressource, un outil à utiliser pour maintenir sa paix fragile et artificielle. Cette paix qu'elle avait choisie plutôt que moi, plutôt que la mémoire de papa, plutôt que tout ce qui était censé compter. Je n'ai pas dit au revoir. J'ai simplement raccroché. Le calme maîtrisé, que je m'étais tant battu à construire, avait disparu, remplacé par une douleur sourde. Mon esprit a fui la poussière et la chaleur de Bagram, pour se réfugier dans l'air frais et parfumé de pin des Rocheuses. J'ai revu le chalet. Je pouvais sentir la texture rugueuse de la cheminée en pierre des champs, que papa et moi avions construite ensemble lors d'un été, mes mains étant petites et maladroites à côté des siennes. Je pouvais sentir la légère odeur de fumée du vieux tapis en peau d'ours placé devant, celui qu'il avait hérité de son propre père. J'ai visualisé la bibliothèque qu'il avait encastrée dans le mur, remplie de livres de poche usés sur l'histoire militaire, de biographies de Patton, de chroniques de la guerre de sécession, et de l'art de la guerre de Sun DSU. Richard ne vendait pas seulement un bâtiment. Il liquidait mon passé. Il vendait aux enchères les dernières pièces tangibles de mon père, les reliques les plus sacrées qu'il me restait. Et l'idée qu'il utilise cet argent sale, pour envoyer sa propre fille Chloé en vacances en Europe, c'était une véritable profanation. C'était transformer l'héritage d'un héros, d'un homme mort pour son pays, en un divertissement bon marché, un simple acompte pour des auberges de jeunesse et des billets de train. Mon chagrin s'est de nouveau solidifié, pour se muer en détermination. Je suis sorti des latrines à grands pas, pour retourner au centre des opérations tactiques, le repère des serveurs et des radios, un confort familier. Je me suis assise à mon poste, j'ai ouvert mon ordinateur portable crypté, et j'ai ignoré les notifications clignotantes de mon unité. C'était désormais une mission personnelle, mais j'allais l'exécuter avec une précision professionnelle. Je n'ai pas rédigé de longs emails émotionnels. Mes doigts ont volé sur le clavier, tapant un court message codé à ma meilleure amie, Laura Jensen, une avocate spécialisée en contrat à Denver, et la seule personne en qui j'avais une confiance absolue. L'objet était simple. Urgent. Le message était encore plus simple. Situation Redcon 1 à la forteresse Ghostpin. Les forces hostiles se sont emparées de l'objectif. Demande de déploiement immédiat de contre-mesures légales. En attente de nouveaux renseignements. Ghostpin, le nom de code que nous avions donné au chalet il y a des années, une blague entre deux amis, qui venait de devenir mortellement sérieuse. J'ai appuyé sur envoyer. La guerre avait officiellement commencé. Le froid qui se répandait dans mes veines n'était pas nouveau. C'était un fantôme familier, me ramenant à une autre époque, à une autre fête de famille. L'époque où mes rêves avaient été sacrifiés pour le confort de quelqu'un d'autre. Allongé sur mon lit de camp à Bagram, sous l'éclat dur d'une unique ampoule fluorescente au plafond, j'ai senti le fantôme de ce vieux froid familier, s'infiltrer à nouveau dans mes os. La trahison de ma mère n'était pas une blessure fraîche. C'était la déchirure brutale d'une cicatrice que je portais depuis plus d'une décennie. Une cicatrice gravée en moi, lors de ce qui aurait dû être l'un des jours les plus fiers de ma jeune vie. Le souvenir m'a fait remonter le temps, me ramenant au cliquetis de l'argenterie et au sourire forcé d'un dîner de Thanksgiving, quand j'avais 18 ans. L'air de notre maison de Colorado Springs était lourd, empli des riches odeurs de dinde rôtie et de farce à la sauge. Je bouillonnais d'excitation, vibrant littéralement sur ma chaise. À peine la semaine précédente, j'avais reçu ma lettre d'admission à l'Académie militaire des États-Unis à West Point. C'était bien plus qu'une simple admission à l'université. C'était l'aboutissement de tous les rêves que j'avais eus depuis que j'étais toute petite, désirant être exactement comme mon père. C'était mon avenir, gagné avec des 20-20, des récompenses sportives, et des heures épuisantes de préparation. Je pensais, naïvement, que tout le monde partagerait ma joie. Toute la famille élargie était là, tante, oncle, cousin. En bout de la longue table à manger, Richard était assis, tel un roi sur son trône. Il faisait tourner le liquide ambré dans son verre en cristal. Du Bourbon Woodford Reserve, son préféré, acheté avec l'argent de ma mère.
Il a attendu que tout le monde ait une assiette pleine, avant de s'éclaircir la gorge, ce bruit faisant taire les douces conversations autour de la table. Il a levé son verre. Un toast, a-t-il annoncé, un sourire suffisant jouant sur ses lèvres. À Danica. J'ai ressenti une bouffée de fierté. Ma mère m'a lancé un regard rapide et encourageant. À Danica, a-t-il continué, ses yeux balayant la pièce. Qui s'apprête à gaspiller la meilleure éducation du monde, pour apprendre à saluer et à suivre des ordres. Il a ajouté avec un clin d'œil, mais bon, au moins, elle sera mignonne dans son uniforme. Quelques rires obligatoires et gênés ont parcouru la pièce. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai regardé ma mère, la suppliant du regard de dire quelque chose, de me défendre, mais elle a simplement baissé les yeux vers son assiette, soudainement fascinée par la tâche de couper une tranche de dinde. Elle fuyait mon regard. À ce moment-là, son silence a été plus bruyant que ses moqueries. C'était une approbation. L'humiliation m'a brûlé les joues, chaude et tranchante. J'ai passé le reste du dîner à remuer la purée dans mon assiette, ce repas de fête se transformant en cendres dans ma bouche. Plus tard, alors que l'on servait le dessert, une tarte à la citrouille et une tarte aux noix de pécan, mes préférées, Richard a commencé à distribuer les cadeaux. Il avait un don pour les grands gestes, surtout lorsqu'ils n'étaient pas assez frais. Il a offert à ma demi-sœur, Chloé, qui avait 16 ans à l'époque, une petite boîte bleue emblématique, nouée d'un ruban blanc. Pour ma princesse, a-t-il roucoulé, alors qu'elle l'ouvrait pour révéler un délicat collier en argent de chez Tiffany et compagnie. Elle a poussé un cri de joie, et il a rayonné. Puis il s'est tourné vers moi. Il a fouillé dans sa poche, en a sorti une simple enveloppe blanche, et l'a fait glisser sur la table. Tiens, Dani. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait un unique billet de 50 €. Va t'acheter des chaussettes épaisses, a-t-il dit, en prenant une gorgée bruyante de son bourbon. J'ai entendu dire que les hivers à New York étaient rudes. Le message était clair comme de l'eau de roche, délivré avec la précision d'un chirurgien. Chloé, sa princesse, était un objet à parer et à chérir. Moi, le soldat, je n'étais que fonctionnel, pratique. Ma valeur résidait dans mon utilité, comme une paire de chaussettes chaudes. Ces 50 € ressemblaient à un renvoi, une dernière petite tape sur la tête du cheval de trait de la famille. Je n'en pouvais plus. Je me suis excusé de la table, la boule dans ma gorge étant si serrée que je pouvais à peine respirer. J'ai fui vers ma chambre d'enfant, et j'ai enfin laissé couler les larmes que je retenais, silencieuses et chaudes sur mon visage. Quelques minutes plus tard, la porte a grincé en s'ouvrant. C'était ma mère. Pendant une seconde folle et pleine d'espoir, j'ai cru qu'elle était venue me réconforter, me dire que Richard était un idiot, et qu'elle était fière de moi. Au lieu de cela, elle est venue avec des conseils. Elle s'est assise sur le bord de mon lit, sans me toucher, ses mains sagement croisées sur ses genoux. Tu sais comment est Richard, a-t-elle commencé, d'une voix apaisante qui n'était qu'un murmure. Il plaisantait, c'est tout. Tu ne dois pas être si sensible, Dani. Plus tu réagis, plus il appuiera là où ça fait mal. Tu dois juste apprendre à laisser couler, pour maintenir la paix. Maintenir la paix. Les mêmes mots creux qu'elle venait d'utiliser au téléphone, quelques instants plus tôt dans ma mémoire. Son conseil, ce soir-là, m'a enseigné une leçon dévastatrice. Mes sentiments étaient un inconvénient. Ma douleur était une perturbation. Mon rôle était d'absorber la cruauté, d'être l'amortisseur silencieux qui permettait à la machine familiale de fonctionner en douceur. C'était une leçon que j'avais, à ma grande honte, suivie pendant bien trop longtemps. Une leçon que ce soir, dans les sables désolés de l'Afghanistan, j'étais enfin en train de désapprendre pour de bon. Mais le souvenir de cette nuit n'était pas entièrement sombre. Il y avait une petite lueur dans ce chaos étouffant. Alors que j'essayais de me ressaisir, mon oncle, le frère de mon père, un vétéran discret du Vietnam qui parlait rarement, a toqué à ma porte ouverte. Il m'a fait signe de le suivre sur le porche arrière. L'air froid de novembre a fait du bien à mon visage taché de larmes. Il n'a pas dit grand-chose. Il n'en avait pas besoin. Il a juste plongé la main dans la poche de sa veste en jean usé, et en a sorti un petit livre relié en cuir. Il l'a pressé dans ma main. Pensez pour moi-même, de Marc Aurèle, a-t-il dit, de sa voix éraillée. Les plus grands généraux de l'histoire l'ont lu. Ça t'apprendra à faire de ton esprit une forteresse. Ne laisse pas les gens insignifiants briser tes murs.
Il a pressé fermement mon épaule et est retourné à l'intérieur, me laissant seul avec le livre, et les étoiles froides et claires. Ce petit livre, rempli de la sagesse d'un empereur romain, est devenu ma Bible. Il m'a accompagné à West Point, et il était rangé dans mon sac à dos en ce moment même, ici, à Bagram. Il m'a appris l'honneur, le devoir, et cette citadelle intérieure que personne ne pourra jamais toucher. Il me rappelait les leçons de mon père sur le fait de tenir ses positions, des leçons que l'existence même de Richard semblait conçue pour bafouer. Si on vous a déjà dit que vous étiez trop sensible alors que vous étiez légitimement blessé, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton j'aime. Et dans les commentaires, tapez un simple je te vois pour tous ceux qui sont passés par là. Il est temps d'arrêter de laisser les gens invalider notre douleur. De retour sur mon lit de camp à Bagram, le souvenir s'est estompé, ne laissant qu'un résidu amer. Pendant 10 ans, j'avais suivi le conseil de ma mère. J'étais restée silencieuse pour maintenir la paix. Mais en regardant la confirmation du message crypté sur mon écran, une question a brûlé à travers le brouillard du passé. Pourquoi continuais-je d'espérer qu'il changerait un jour? La réponse à cette question qui me hantait depuis une décennie, pourquoi continuais-je d'espérer? Était simple. Je n'espérais plus. L'espoir était une stratégie passive, et j'en avais fini d'être passive. Assise là, dans le chaos étouffé du centre des opérations, je suis passé du statut de fille en deuil, à celui d'officier du renseignement militaire. La cible était identifiée. L'objectif était clair. Il était temps de mobiliser mes ressources. Il n'y avait qu'une seule personne à appeler en premier. Ma meilleure amie depuis la maternelle, ma conseillère juridique officieuse, mon arrière-garde, Laura Jensen. La connexion satellite était étonnamment claire, lorsqu'elle a répondu. Je n'ai pas perdu de temps en politesse ou en larmes. Nous avions notre propre langage, forgé au fil de 30 années d'amitié, et aiguisé par mes années de service. Laura, rapport de situation, ai-je commencé, ma voix plate et stable, comme si je briefais un officier supérieur. Il y a eu une pause d'une demi-seconde de son côté, et j'ai pu l'imaginer se redresser instantanément dans son bureau d'un gratte-ciel du quartier Lodo de Denver, son cerveau d'avocate passant à la vitesse supérieure. « Allez-y, capitaine », a-t-elle répondu, son ton s'alignant sur le mien. Professionnel, concentré. Le nom de l'adversaire est Richard Stone, ai-je déclaré. Il a exécuté une action hostile, dans le but de s'emparer d'un actif conjoint, la forteresse Ghost Pin. Les premiers renseignements suggèrent qu'il a trompé un agent immobilier, et potentiellement falsifié des signatures pour garantir une vente. Ce n'était pas juste une façon de faire face. C'était la façon dont nous travaillions le mieux. En évacuant la douleur pour la traiter comme un problème tactique, nous pouvions opérer sans que l'émotion ne vienne troubler notre jugement. Nous pouvions être efficaces. Nous pouvions être mortels. Compris, a dit Laura. J'ai entendu le clic-clac distinct de son clavier. J'accède à l'Alliance d'Acier maintenant. L'Alliance d'Acier était un autre de nos noms de code. Celui-ci désignait l'accord de copropriété en béton armé, que nous avions rédigé juste avant mon premier déploiement. C'était mon unique condition, pour autoriser ma mère et Richard à vivre dans le chalet, après en avoir hérité. Laura l'avait structuré comme une forteresse. Il n'a pas la moindre chance, Danny. La voix de Laura était empreinte d'une froide confiance. Je pouvais entendre le défilement de sa souris. Le voilà. PDF crypté. Cet accord stipule explicitement que toute transaction, vente, bail ou transfert de quelque nature que ce soit, exige la présence physique des deux parties signataires, toi et moi, devant un notaire assermenté. Légalement parlant, son compromis de vente. C'est du papier toilette. Il vient de s'engager tout seul sur un champ de mine. Une vague de soulagement, si puissante qu'elle m'a presque fait fléchir les genoux, m'a envahi. C'est bien ce que je pensais, mais il a créé un chaos qui doit être contenu. Considère-le comme contenu, a-t-elle dit. Quel est ton prochain ordre? C'est là que mon entraînement a pris le relais. L'intention du commandant. Je n'avais pas besoin de micromanager Laura. Je devais juste lui donner l'objectif de la mission. J'ai besoin de renseignements sur la cible, ai-je ordonné. Le nom de l'agent, l'agence immobilière, le nom de l'acheteur. Je veux tout savoir sur eux. Sont-ils des complices, ou juste les victimes de son arnaque? Je suis déjà dessus, a dit Laura, sa frappe s'accélérant. Je peux accéder au registre public, et à quelques autres bases de données juridiques.
J'aurai un dossier préliminaire pour toi d'ici 2 heures. Concentre-toi juste sur ta sécurité là-bas. Je gère le front intérieur. » Ces mots étaient un bouclier. Pour la première fois depuis l'appel de Richard, j'ai eu l'impression de pouvoir à nouveau respirer. Puis, sa voix s'est adoucie, perdant sa cadence militaire pour redevenir la voix de la fille avec qui j'avais grandi. « Et, Danny. Ouais. Tu sais, cette bouteille de Macallan 18 ans d'âge, qu'on gardait pour ton retour ?» Je l'ai instantanément imaginée, posée sur l'étagère du haut de sa desserte de bar, accumulant la poussière et l'impatience. « Je la garde, » a-t-elle dit, et je pouvais entendre la loyauté féroce dans sa voix. « Je ne l'ouvrirai pas tant que nous ne serons pas assis ensemble, sur le porche de ce chalet. Je te le promets. » Les larmes m'ont piqué les yeux, mais j'ai cligné des paupières pour les chasser. Bien reçu, Jensen. Nous avons raccroché. Mon deuxième appel a été passé sur une ligne beaucoup moins sécurisée. Une connexion vidéo grésillante, vers une petite ville des contreforts des Rocheuses. Le visage grisonnant et familier du sergent Peterson, vétéran retraité de l'USMC, a rempli l'écran. Il essuyait le bois poli de son bar, un endroit qui servait de repère non officiel pour les vétérans de la région. Il a plissé les yeux vers l'écran. « Merrill, tu as une mine de déterré. »« Contente de vous voir aussi, sergent, » ai-je dit, un léger sourire effleurant mes lèvres. Pour la première fois de la journée, j'ai été brève. « Sergent, » Richard essaie de vendre le chalet. Les petites rides amicales autour de ses yeux ont disparu. Son visage s'est durci, prenant l'expression de granit d'un instructeur des marines. Le chiffon dans sa main s'est immobilisé. « Ce fils de pute » a-t-il grogné, sa voix n'étant plus qu'un grondement sourd. « Écoute-moi bien, gamine. Ton père n'a pas élevé un soldat pour qu'il batte en retraite. Tu te bats pour ce bout de terre, exactement comme il te l'a appris. Si tu as besoin d'un témoin de moralité, quelqu'un pour témoigner des volontés de ton père pour cet endroit. Tu m'appelles ? Et je serai là en un clin d'œil. » Ces mots ont été comme une décharge d'adrénaline. Il était ma force de réserve, ma caution morale. L'héritage de mon père ne résidait pas seulement en moi. Il vivait dans les hommes avec qui il avait servi, des hommes d'honneur qui comprenaient ce que ce chalet représentait. Ce n'était pas juste une propriété. C'était un mémorial. Merci, sergent. Ça compte plus que vous ne le pensez. Aura, a-t-il grogné, et l'écran est devenu noir. En regardant les pixels du visage déterminé du sergent s'estomper, j'ai su que mes flancs étaient sécurisés. Avec Laura comme artillerie juridique, et le sergent comme témoin de moralité, je n'étais plus un soldat isolé, menant une action défensive. J'étais un commandant, soutenu par une base d'appui-feu. De retour à Denver, Laura était déjà en mouvement. Quelques minutes plus tard, une notification de mail est apparue sur mon écran. C'était d'elle. L'objet disait « Opération Ghost Pin ». Phase 1 initiée. Les premiers coups de feu avaient été tirés. Le vol de retour vers les États-Unis n'a été qu'un flou, mêlant le bruit des moteurs et l'anticipation. Ma demande de permission d'urgence avait été approuvée avec une rapidité surprenante. Et en moins de 48 heures, j'atterrissais à la base aérienne de Peterson. Je ne me suis même pas arrêté pour me changer. J'ai conduit ma Jeep, que j'avais laissée en garde, directement de la base jusqu'à mon petit appartement de location à Colorado Springs. Je portais toujours mon uniforme de camouflage du désert. La terre d'Afghanistan était encore collée à mes bottes et sous mes ongles. Je voulais qu'il le voie. Il était déjà là, comme je savais qu'il le serait. Richard était appuyé contre sa BMW noire en location, la parfaite incarnation d'une impatience suffisante. Il attendait clairement, planifiant une embuscade sur mon propre territoire. Il n'a pas attendu d'invitation, il s'est juste repoussé de la voiture, et m'a suivi dans l'allée pendant que je déverrouillais ma porte. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit, sa voix portant le ton d'un homme habitué à donner des ordres. Je ne lui ai pas répondu. Je suis entré et il a suivi, fermant la porte derrière lui avec un déclic sec. J'ai marché jusqu'au centre de mon petit salon, et j'ai calmement posé mon sac de sport sur le sol. Puis je me suis tourné pour lui faire face. J'ai écarté les pieds à la largeur des épaules, j'ai redressé ma colonne vertébrale, et j'ai croisé les bras sur ma poitrine. Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai juste regardé, mon regard étant droit et inébranlable. C'était une leçon que j'avais apprise à West Point. La prestance du commandement.
On peut contrôler une pièce sans jamais élever la voix. Parfois, l'arme la plus puissante est un silence calculé. Il était visiblement déstabilisé. Il s'était attendu à des larmes, des cris ou des supplications. Il s'était attendu à la jeune fille émotive de 18 ans, du dîner de Thanksgiving. Il n'était pas préparé à affronter le soldat qui se tenait devant lui. Il a vite récupéré, revenant à son réglage par défaut, la manipulation. Il s'est lancé dans sa performance bien répétée, sa voix dégoulinant d'une fausse sincérité. Il a parlé de ses dettes, du mauvais marché immobilier, du poids de porter la famille sur ses épaules. Il essayait de se dépeindre comme le héros, l'homme qui fait des choix difficiles pour le bien de la famille. As-tu la moindre idée de la difficulté de tout maintenir à flot, ici ? A-t-il dit, sa voix s'élevant avec une frustration théâtrale, pendant que tu joues au soldat au loin. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé tisser toute sa toile de mensonges et de demi-vérités. J'ai écouté alors qu'il essayait d'empiler la culpabilité sur mes épaules, brique lourde par brique lourde. Quand il s'est enfin essoufflé, le silence s'est étiré entre nous, épais et lourd. Puis, j'ai pris la parole. Ma voix était basse, dépourvue de toute émotion, à l'exception d'une clarté effrayante. Je ne joue pas, Richard, ai-je dit. Je sers mon pays. Et pendant que je servais, tu as tenté de commettre un vol qualifié. Ne confonds pas les deux. Le mot « vol » flottait dans l'air, comme une odeur nauséabonde. Son visage est devenu d'un rouge profond et colérique. C'est une accusation ridicule. C'était une affaire commerciale. J'ai un contrat signé. Tu parles de contrat, ai-je dit, en faisant un pas lent et délibéré vers le petit bureau dans le coin. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Parlons de contrat. J'ai fait pivoter l'écran pour lui faire face. Ceci est un email de mon avocate, qu'elle m'a envoyé ce matin. En pièce jointe, tu trouveras une copie PDF de l'accord de copropriété, l'alliance d'acier, que tu sembles avoir oublié. Il décrit sans aucune ambiguïté les exigences légales, pour toute vente. Ses yeux ont balayé l'écran, sa bravoure commençant à se fissurer. Et ça, ai-je continué, en cliquant sur un fichier audio, c'est une conversation enregistrée que Laura a eue hier, avec ton agent immobilier. J'ai appuyé sur lecture. La voix claire et professionnelle de Laura a rempli la pièce. Donc, vous confirmez que M. Stone vous a dit qu'il était le seul propriétaire, avec pleine autorité pour vendre. La voix agitée de l'agent a répondu, oui, c'est ce qu'il a dit. Si j'avais su qu'une autre partie était impliquée, un militaire en service actif qui plus est, je n'aurais jamais. J'ai coupé le son. La couleur a quitté le visage de Richard, laissant une pâleur blanche et pâteuse. Il ressemblait à un homme qui venait de voir sa voie de fuite exploser, juste sous ses yeux. Il était acculé et, comme tout animal pris au piège, il a choisi sa dernière arme, la plus pathétique, le chantage affectif. Il a essayé d'adoucir son expression, faisant un pas vers moi. « Danny, s'il te plaît, a-t-il dit, sa voix n'étant plus qu'une plainte désespérée. Tu vas briser le cœur de ta mère. » Il a tendu la main comme pour toucher mon bras, dans un geste de réconciliation. Il ne s'agissait pas de réconfort. C'était une tentative physique de reprendre le contrôle, d'envahir mon espace et d'affaiblir ma détermination. J'ai fait un pas précis en arrière. C'était un petit mouvement, mais c'était une déclaration. Ce territoire est le mien. Tu n'es pas le bienvenu ici. Je me suis alors rapproché de lui, ma propre présence écrasant désormais la sienne. J'ai baissé la voix, l'imprégnant de toute l'autorité maîtrisée que je possédais. Le cœur de ma mère a été brisé il y a longtemps, Richard, et c'est toi qui tenais le marteau. J'ai laissé cette phrase faire son effet un instant. Alors maintenant, tu as deux options. Option 1, tu prends ton téléphone, tu appelles l'acheteur, et tu annules toi-même toute cette transaction frauduleuse. Tu vas leur dire que c'était une erreur. Tu vas faire disparaître tout ça. Option 2. Mon avocate appelle le bureau du procureur à 9h précise demain matin, et dépose une plainte pénale pour fraude et falsification. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre, 12 heures pour faire ton choix. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai ouverte, laissant la brillante lumière du soleil du Colorado inonder la pièce. Cette réunion est terminée, ai-je dit, ma voix ne laissant aucune place à la négociation. Sors de chez moi. Il m'a dévisagé pendant un long moment, son visage étant un masque d'incrédulité et de fureur. Pour la première fois de sa vie, Richard Stone avait reçu un ordre direct de ma part.
Et pour la première fois de sa vie, il a obéi. Sans un mot de plus, il s'est retourné et est sorti, claquant la porte derrière lui. Le bruit a résonné dans le petit appartement. J'avais gagné la bataille, mais je savais, de toutes les fibres de mon être, que la guerre était loin d'être terminée. Il n'allait pas simplement abandonner. Il allait intensifier les choses. Le délai de 12 heures que j'avais donné à Richard a expiré. Le lendemain matin, 9 heures est arrivé dans un silence assourdissant. Pas de coup de fil, pas de SMS, rien. Il pensait que je bluffais, pariant sur le fait que je n'oserais pas transformer une affaire de famille en une tempête juridique publique. C'était le pari classique du narcissique, repousser les limites, en supposant que le désir de paix de la victime l'emporte sur son désir de justice. Il avait fait un très mauvais calcul. Laura avait anticipé cela. À 9 heures une précise, elle a exécuté la phase 2 de notre opération. Une lettre de mise en demeure formelle, rédigée dans un jargon juridique froid et impitoyable, a été expédiée par coursier et par courrier recommandé, à l'agent immobilier de Richard. Elle détaillait la déclaration frauduleuse de propriété, et menaçait l'agence d'une poursuite de plusieurs millions d'euros pour négligence, si la transaction n'était pas immédiatement gelée, et tous les supports marketing retirés. Simultanément, une copie de cette lettre a été envoyée par email au prêteur hypothécaire de l'acheteur. Ce n'était pas juste un tir de sommation. C'était une frappe chirurgicale, sur l'ensemble du système de soutien de Richard. Nous lui coupions l'herbe sous le pied. Acculé et paniqué, son camp a fait ce que font les gens désespérés. Ils ont arrêté de se battre avec logique, et ont commencé à jouer sale. Ils ont ouvert un nouveau front, non pas dans une salle d'audience, mais sur les réseaux sociaux. Ma demi-sœur Chloé a lancé la première salve. Elle a publié une longue diatribe décousue, sur sa page Facebook. Un chef-d'œuvre d'agressivité passive, et de sentimentalité manipulatrice. Elle était accompagnée d'une photo soigneusement sélectionnée d'elle, de Richard et de ma mère, souriant tous de manière radieuse, lors d'un Noël passé. Cette photo était un mensonge, l'instantané d'un bonheur qui n'avait jamais existé, au-delà de l'objectif de l'appareil photo. Son post était une véritable œuvre d'art. Elle y parlait de son beau-père travailleur, qui essayait juste de maintenir la famille à flot. Elle a brossé de moi le portrait de la demi-sœur froide, qui a réussi mais sans cœur, un officier de l'armée qui se souciait plus d'un vieux chalet poussiéreux, que du bien-être de sa propre famille. Elle dénonçait la façon dont j'essayais de les détruire, de ruiner la réputation de son père pour un simple malentendu. C'était une exécution publique de ma réputation. En quelques heures, la publication avait recueilli des centaines de réactions et de partages. La section des commentaires était un cloaque d'indignation, venant de personnes qui n'avaient aucune idée de la véritable histoire. On m'a traité d'enfant ingrate, de matérialiste, de honte pour l'uniforme. La foule numérique avait été convoquée, et elle réclamait mon sang. L'ultime coup de poignard, celui qui m'a retourné les tripes, a été un simple commentaire de ma propre mère, Carole. Elle a simplement écrit « Je souhaite juste que mes filles trouvent un moyen de s'entendre ». C'était une déclaration d'une neutralité lâche qui, dans son refus de me défendre, s'avérait être la condamnation la plus accablante de toutes. Cela me positionnait comme une agresseuse à part égale, transformant un cas évident de bien et de mal, en une mesquine querelle entre sœurs. Pendant un instant, assise dans mon appartement silencieux, faisant défiler ce venin, j'ai ressenti cette vieille morsure familière de honte et d'isolement. C'était là leur véritable pouvoir, recadrer la réalité, pour faire de moi la méchante de ma propre histoire. Mais la morsure n'a pas duré. Elle a rapidement été remplacée par une colère froide et dure. Ils avaient commis une erreur critique. Ils avaient mis leur combat en pleine lumière et, ce faisant, ils m'avaient donné une nouvelle arme. Cette nuit-là, je me suis retrouvé à sortir la vieille Bible usée, que mon père avait emportée avec lui lors de son dernier déploiement. Ses annotations au crayon étaient effacées dans les marges. Mes doigts ont tracé un verset qu'il avait souligné dans Éphésiens 6h11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » C'était plus qu'une bataille juridique. C'était une bataille spirituelle, un combat pour la vérité, contre la tromperie. J'ai refermé le livre, ma détermination étant désormais cimentée. Le lendemain matin, Laura et moi avons lancé notre contre-attaque. Nous n'avons pas riposté sur Facebook. Nous ne sommes pas descendus à leur niveau. Nous avons opéré avec précision. Laura a fait une capture d'écran de l'intégralité du post de Chloé, y compris le commentaire de ma mère et le flot de vitriol, et l'a jointe à un nouvel email.
Elle l'a envoyé directement aux acheteurs potentiels du chalet. Son message était court et percutant. « Je crois que ceci va vous intéresser », a-t-elle écrit. « Voici la véritable nature des personnes, avec lesquelles vous êtes en train de conclure un contrat. Non seulement ils se livrent à une fraude légale, mais ils sont également prêts à diffamer publiquement un officier de l'armée en service actif et décoré. Pour couvrir leurs traces. Je suis convaincu que vous, ainsi que votre conseiller juridique, agirez en conséquence. » L'effet a été instantané. Les acheteurs qui, comme le premier contact de Laura l'avait révélé, commençaient déjà à s'inquiéter, étaient maintenant absolument horrifiés. La transaction n'était plus seulement risquée sur le plan juridique. Elle était moralement toxique. Ils ont appelé leur avocat, qui a ensuite appelé l'agent de Richard avec une fureur vengeresse. L'agent, faisant face à une poursuite de notre part et à la perte d'une commission, a immédiatement cédé. Tout le château de cartes que Richard avait construit a commencé à s'effondrer. Les retombées ont été rapides. L'agence immobilière a lancé une enquête interne. L'avocat de l'acheteur a déposé un avis officiel de retrait. Avec toutes ces nouvelles preuves, le témoignage de l'agent, le retrait de l'acheteur, et la diffamation publique, Laura n'avait plus seulement une affaire civile. Elle avait une affaire pénale. Elle a compilé le tout dans un dossier soigné et indéniable, et l'a apporté à l'unité des crimes économiques de la police de Denver. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant indiquait un numéro masqué. Capitaine Merrill a demandé une voix d'homme. Elle était calme, professionnelle, teintée de l'autorité lasse d'un flic de carrière. « C'est bien moi », ai-je répondu. « Je m'appelle l'inspecteur Miller. Je fais partie de l'unité des crimes économiques de la police de Denver. Nous avons reçu le dossier de votre avocate, maître Jensen. » J'ai retenu mon souffle. « Capitaine », a-t-il dit, et je pouvais l'entendre remuer des papiers. J'ai examiné les documents, l'accord de copropriété, le témoignage de l'agent, et cette publication Facebook. Je veux que vous sachiez que ce que nous examinons ici n'est pas une querelle de famille. Il s'agit d'une fraude criminelle. Nous ouvrons une enquête pénale officielle contre Richard Stone. J'ai besoin que vous nous fassiez confiance pour gérer cela. En raccrochant le téléphone, un étrange sentiment de calme s'est emparé de moi. Le combat n'était plus seulement le mien et celui de Laura. Les rouages de la justice, lents mais puissants, avaient commencé à tourner. J'avais la vérité, la loi, et maintenant la police de Denver de mon côté. Je ne le savais pas encore, mais coincer Richard dans ce coin allait déclencher une explosion, bien plus grande et plus hideuse que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Acculé par la froide machinerie de la loi, Richard a fait ce que font tous les manipulateurs pris au piège. Il a abandonné la stratégie, a abandonné la raison, et a tout simplement explosé. Ses armes de prédilection ont été une bouteille de bourbon, et ses clés de voiture. Il était 2 heures du matin lorsque l'assaut a commencé. J'ai été tiré d'un sommeil léger et agité, par un bruit qui a fait trembler tout mon immeuble. Un martèlement frénétique et rythmique, sur ma porte d'entrée. Ce n'était pas quelqu'un qui frappait. C'était une attaque physique contre le bois. Boum. 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 Puis sa voix, empâtée par le whisky et la rage, a déchiré la nuit paisible. « Tu as tout gâché. Espèce d'ingrate. Pour qui te prends-tu à t'en prendre à moi? Je n'ai pas bougé de mon lit. Je n'ai pas crié. Mon entraînement a pris le dessus, mon rythme cardiaque se stabilisant, même alors que l'adrénaline inondait mon système. Je me suis glissé hors des couvertures, mes pieds silencieux sur le sol froid. Je suis resté à l'écart de la porte, me déplaçant sur le côté de la fenêtre, là où je pouvais voir sans être vu. De l'autre côté de la cour, des lumières ont commencé à s'allumer dans les appartements de mes voisins. Des silhouettes sont apparues aux fenêtres. Richard donnait en spectacle pour tout le complexe. Il n'était plus seulement un escroc. Il était complètement déséquilibré. C'était une invasion physique de mon sanctuaire, un acte d'intimidation délibéré. Je n'ai ressenti aucune peur, seulement un dégoût profond et glaçant. Je me suis souvenu d'un concept de ma formation militaire, les règles d'engagement, les RE. Elles définissent les circonstances, dans lesquelles on est autorisé à faire usage de la force. On ne tire pas sur une menace potentielle. On attend que la menace devienne imminente et hostile. Richard venait de franchir cette ligne.
Il était passé d'un problème juridique à une menace directe pour ma sécurité. Le martèlement a continué, ponctué par un torrent d'insultes vicieuses et bredouillées. Mais je n'étais pas la seule à écouter. Mon voisin de palier, un pompier à la retraite nommé Dave, était un homme qui savait reconnaître le bruit d'une crise. J'ai vu la lumière de son Porsche s'allumer, puis j'ai entendu sa voix grave et calme au téléphone, à travers mon mur. Oui, le 911. J'ai un individu ivre et perturbateur, qui essaie de défoncer la porte de ma voisine. En quelques minutes, les stroboscopes silencieux et clignotants des gyrophares rouges et bleus ont balayé les murs de mon salon. La cavalerie était arrivée. Je me suis déplacé vers le Judas, regardant alors la scène se dérouler. 2 officiers du département de police de Colorado Springs étaient sur le pas de ma porte, leur posture large et autoritaire. Richard hurlait encore, pointant un doigt tremblant vers ma porte, son visage empourpré sous les lumières clignotantes. Elle est là-dedans, la petite sorcière qui croit que son uniforme la rend meilleure que tout le monde. Les officiers étaient calmes, professionnels. Ils ont essayé de désamorcer la situation, mais Richard était allé trop loin. Quand il a bousculé l'un des officiers, c'était fini. Dans un mouvement vif et maîtrisé, ils l'ont fait se retourner, lui menottant les mains dans le dos. Le clic métallique et sec des menottes a résonné à travers la cour silencieuse. Il lui lisait ses droits Miranda, tout en guidant sa silhouette titubante et intoxiquée vers l'arrière d'une voiture de patrouille. C'est seulement à ce moment-là que j'ai ouvert ma porte. Je me suis tenu dans l'embrasure, les bras croisés, et je les ai regardés l'emmener. À ce moment précis, en regardant les feux arrière disparaître au bout de la rue, chaque dernière once de doute que j'aurais pu avoir, s'est évaporée. Chaque question sur le fait de savoir si j'étais trop dur. Chaque lueur d'une loyauté familiale mal placée, avait disparu. Richard n'était pas seulement un courtier immobilier raté, avec un problème de jeu. Il était une menace, une force de chaos imprudente et incontrôlable. Il avait franchi l'ultime ligne rouge. Le lendemain matin, comme on pouvait s'y attendre, ma mère a appelé. Sa voix n'était qu'un petit cri frénétique et paniqué. Richard a été arrêté. Danny, tu dois faire quelque chose. Appelle-les. Laisse tomber les charges. Tu ne peux pas le laisser aller en prison. J'ai écouté patiemment, sans interrompre son torrent de supplications paniquées. Elle a parlé de sa réputation, de leurs finances, de la façon dont cela allait les ruiner. Pas une seule fois elle ne m'a demandé si j'allais bien. Pas une seule fois elle n'a reconnu la terreur que c'est, d'avoir un homme ivre qui essaie de défoncer sa porte, à 2 heures du matin. Quand elle a enfin fait une pause pour respirer, j'ai parlé, ma voix étant aussi calme et atone qu'un lac gelé. Maman, ai-je dit, ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est lui. Il a fait ses choix, et maintenant il en subit les conséquences, et je fais les miens. J'ai raccroché le téléphone avant qu'elle ne puisse répondre, coupant la connexion, avant que sa version toxique de la paix ne puisse empoisonner ma détermination. 1 heure plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était l'inspecteur Miller. Capitaine Merrill, a-t-il dit, sa voix très professionnelle. Nous avons gardé Monsieur Stone pour la nuit. Il fait face à des accusations pour ivresse sur la voie publique, trouble à l'ordre public, et agression d'un officier. Combiné avec son comportement de la nuit dernière, et les preuves que vous avez déjà fournies. Nous avons un dossier très solide pour fraude criminelle et harcèlement. La question maintenant, capitaine, est de savoir si vous voulez maintenir les charges. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant le jour nouveau. Le soleil commençait tout juste à poindre au-dessus des sommets acérés des montagnes rocheuses, inondant le ciel de nuances éclatantes d'orange et de rose. C'était une nouvelle aube. Si vous croyez qu'il y a certaines lignes qui, une fois franchies, ne peuvent jamais être effacées, cliquez sur le bouton j'aime. Et si vous avez déjà dû faire un choix difficile pour protéger votre propre paix, tapez simplement je me suis choisi dans les commentaires ci-dessous. Restons unis. Je me suis détourné de la fenêtre. Ma décision était absolue. Oui, inspecteur, ai-je dit, ma voix stable et claire comme le soleil du matin. Poursuivez. Il doit être tenu responsable de ses actes. Avec ces mots, j'ai tracé la ligne finale dans le sable. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Les règles d'engagement avaient changé. La menace n'était plus seulement financière. Elle était physique, et j'y ferai face avec toute la force de la loi. La veille de la séance de médiation obligatoire avec le bureau du procureur, une tempête est descendue des montagnes,
lavant la ville sous une pluie propre et froide. Alors que je regardais l'eau ruisseler sur la fenêtre de mon appartement, mon téléphone a vibré. C'était le sergent. « J'ai quelque chose pour toi », a-t-il dit, la voix toujours aussi éraillée. « Je serai là dans 1 heure. » Fidèle à sa parole, 1 heure plus tard, son vieux pick-up Ford, un véhicule aussi patiné et fiable que l'homme lui-même, s'est garé sur le parking. Il s'est avancé vers ma porte, portant une petite boîte en métal vert olive. C'était une vieille malle militaire, le genre utilisé pour les effets personnels, avec de la rouille fleurissant au coin, et une petite bosse sur le couvercle. Il me l'a tendue à 2 mains, comme une offrande. « Ton père m'a donné ça juste avant son dernier déploiement », a dit le sergent, d'une voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Il a regardé au-delà de moi, dans le lointain de ses souvenirs. Il m'a dit, « Sergent, s'il m'arrive quelque chose, assurez-vous que Dany reçoive ça, mais pas tout de suite. Donnez-lui quand elle en aura vraiment, absolument besoin. » Je pense, a-t-il dit, son regard croisant à nouveau le mien, clair et stable, que ce moment est arrivé. Il a placé la boîte dans mes mains. Elle était plus lourde qu'elle n'en avait l'air, chargée de bien plus que de son simple contenu physique. Elle était chargée d'histoire, du poids d'une promesse tenue depuis plus d'1 décennie. Je l'ai remercié, la voix nouée par une émotion que je ne pouvais pas nommer, et je l'ai rentrée à l'intérieur. J'ai posé la boîte sur ma petite table de cuisine, et je l'ai fixée longuement, avant de manipuler les loquets métalliques rigides. Ils se sont ouverts avec un clic sonore, libérant l'odeur légère et familière de vieux papier, d'huile d'arme à feu, et de mon père. À l'intérieur, niché sur un lit de velours délavé, reposait son héritage. Il y avait quelques photos passées, l'une de lui me tenant alors que je n'étais qu'un bambin, sur le porche inachevé du chalet, tous les 2 souriants, une autre de lui dans son uniforme de cérémonie, l'air incroyablement jeune et fier. Il y avait son insigne de sergent, une boussole en bronze, et une petite pile de lettres qu'il m'avait écrites de l'étranger. Et caché sous le tout, il y avait une épaisse enveloppe couleur crème, scellée à la cire. Mon nom était écrit sur le devant, avec l'écriture forte et familière de mon père. Mes mains ont légèrement tremblé, alors que je brisais le sceau et dépliais l'unique feuille de papier à l'intérieur. La lettre n'était pas longue, mais chaque mot était un témoignage de son amour. Une voix tendant la main vers moi, depuis l'au-delà. Il écrivait sur le chalet, non pas comme une propriété, mais comme un sanctuaire. Cet endroit n'est pas une question de bois et de pierre, ma petite Dany, a-t-il écrit. C'est une forteresse de paix. C'est là que tu pourras toujours aller pour retrouver tes repères, quand le monde deviendra trop bruyant. Je veux que tu aies toujours cela. Il me disait de vivre une vie de courage, de défendre mes convictions, et de ne jamais, au grand jamais, laisser quiconque me faire me sentir inférieur ou d'évaluer ma valeur. Il disait qu'il était fier de la femme que je devenais, une femme d'honneur et de force. En lisant ces mots, une unique larme silencieuse a tracé un sillon à travers la poussière sur ma joue. C'était la validation que j'avais passé toute ma vie d'adulte à chercher, offerte par le seul homme dont l'opinion comptait vraiment. Mais c'est le dernier paragraphe qui a tout changé. C'était l'arme secrète qu'il avait laissée derrière lui. J'ai mis en place un petit fonds pour gérer l'entretien et les taxes de l'endroit, afin que ce ne soit jamais un fardeau pour toi, a-t-il écrit. Et pour m'assurer que personne ne puisse jamais te le prendre, j'ai fait rédiger par notre avocat de famille une clause spécifique dans mon testament. Elle stipule que ta mère, Carole, a le droit d'y vivre pour le reste de sa vie, un usufruit, mais elle n'a jamais le droit de vendre, de transférer ou d'utiliser la propriété comme garantie. La propriété finale, absolue et indivise, t'appartient. Les documents sont au cabinet de l'avocat. J'ai relu le paragraphe, puis une 3e fois. Mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine. Ce n'était pas un simple souhait. C'était une directive juridiquement contraignante. Un pare-feu qu'il avait construit autour de mon héritage, autour de son legs, des années avant sa mort. Il avait prévu une menace. Et en bon soldat qu'il était, il avait préparé une défense. Richard et ma mère n'avaient pas seulement agi de façon immorale. Ils avaient délibérément dissimulé un document légal. Ils avaient commis une fraude prouvable et indéniable. Cette lettre était la preuve irréfutable. Un profond sentiment de paix m'a envahi, éteignant les dernières braises de ma colère. Ce combat n'était plus une question de vengeance contre Richard, ou de déception envers ma mère. C'était bien plus grand que ça. C'était une question d'honorer les dernières volontés et le testament de mon père. Il s'agissait de défendre cette forteresse de paix, qu'il m'avait laissée.
Je ne me battais plus contre ma famille. Je me battais pour mon père. J'ai immédiatement appelé Laura, et je lui ai lu le dernier paragraphe par téléphone. Il y a eu un moment de silence stupéfait de son côté. Puis je l'ai entendu pousser un petit sifflement. « Dany » a-t-elle dit, sa voix remplie de l'émerveillement d'une avocate. Ce n'est pas une preuve irréfutable. C'est une bombe nucléaire. Fais-moi un scan en haute résolution de cette lettre, tout de suite. Nous devons la faire vérifier par un expert en écriture. Et nous devons assigner à comparaître le cabinet d'avocats, pour obtenir le testament original. J'ai suivi ses instructions, mes mains étant désormais stables, mon objectif clair. 1 heure plus tard, elle a rappelé. « C'est fini, Dany » a-t-elle dit, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. C'était match. Richard Stone est fini. J'ai regardé la lettre, posée sur ma table. Laura avait raison. Le jeu était terminé, mais cela ne ressemblait plus du tout à un jeu. J'ai plié soigneusement ce précieux morceau de papier, ses bords nets étant un réconfort entre mes mains. Je l'ai placé dans la poche intérieure de mon blazer, celui que j'allais porter pour la médiation de demain, juste sur mon cœur. En entrant dans cette pièce demain, je n'y entrerai pas seul. Mon père serait juste là, avec moi. La salle de conférence du bureau du procureur était froide et impersonnelle, conçue pour dépouiller les émotions, et ne laisser que les faits. La longue table en acajou brillait, sous les lumières fluorescentes et stériles. D'un côté était assis Richard, ma mère Carole, et leur avocat hors de prix et agité. Richard tentait de projeter un air de dignité blessée, la victime d'un terrible malentendu familial. Ma mère n'était plus qu'une silhouette ratatinée à côté de lui, ses yeux fixés sur ses mains, étroitement jointes sur ses genoux. De l'autre côté, nous étions assises Laura et moi, et en bout de table, commandant la pièce, se trouvait l'assistante du procureur, une femme pointue et sans détour nommée Madame Davis. Je suis restée complètement silencieuse, le dos droit, les mains reposant calmement sur la table devant moi. Je sentais les bords usés de la lettre de mon père, à travers le fin tissu de la poche de mon blazer. Je n'étais plus une participante dans ce drame. J'étais une observatrice, attendant que la vérité fasse son œuvre. L'avocat de Richard a commencé, la voix douce et apaisante. « Madame Davis, nous espérons résoudre rapidement cette malheureuse affaire familiale. Il y a eu beaucoup de problèmes de communication, des émotions exacerbées. » Laura l'a laissé parler pendant exactement 30 secondes, avant de se lever, tenant un fin dossier. Elle n'a regardé ni Richard ni son avocat. Elle s'est adressée directement à Madame Davis. « Avec tout le respect que je vous dois, » a commencé Laura, d'une voix nette et claire. « Ceci n'est pas un malentendu. C'est une séquence d'actes frauduleux délibérés. Permettez-moi de vous présenter la chronologie. » Elle n'a pas parlé avec émotion. Elle a présenté les faits, comme un officier de briefing militaire décrivant une chaîne de commandement. « 1. A-t-elle déclaré. Le 12 octobre, M. Stone a contacté ma cliente, le capitaine Merrill, qui était en service actif en Afghanistan, pour l'informer d'une transaction immobilière illégale, qu'il avait initiée sans son consentement. Richard s'est agité sur son siège, une lueur d'agacement traversant son visage. 2. A continué Laura, imperturbable. Monsieur Stone s'est sciemment présenté comme l'unique propriétaire de la propriété auprès de l'agence immobilière, un fait que l'agent a déjà confirmé dans une déclaration sous serment. L'avocat de Richard a commencé à émettre une objection, mais Laura a levé la main. 3. Monsieur Stone et son épouse, Madame Carole Stone, ont tenté de contraindre le capitaine Merrill à signer des documents frauduleux, après coup. 4. Lorsque le capitaine Merrill a refusé, la fille de Monsieur Stone a lancé une campagne de dénigrement public sur les réseaux sociaux. Avec l'approbation implicite de Madame Stone, pour diffamer un officier en service. Et 5. Suite à l'ouverture d'une enquête de police, Monsieur Stone s'est présenté à la résidence de ma cliente à 2 heures du matin, en état d'ébriété. Et a causé un trouble à l'ordre public qui a conduit à son arrestation. Elle a fait une pause, laissant le poids des faits s'installer dans la pièce silencieuse. L'avocat de Richard, décontenancé, a finalement pris la parole. Tout cela est circonstanciel. C'est la parole de l'un contre celle de l'autre. Une belle fille qui s'en prend à son beau-père. Ma mère, pour la première fois, a levé les yeux. Son regard implorait Madame Davis. Il était juste sous pression, a-t-elle murmuré. Il ne pensait pas à mal. Laura a souri, un sourire fin et dangereux,
que je connaissais bien. Je comprends votre scepticisme, a-t-elle dit à Madame Davis. Peut-être devrions-nous entendre quelqu'un d'autre. Elle a ouvert son dossier, et a fait glisser un unique document sous pochette plastique, à travers la table polie. C'était le scan en haute résolution de la lettre de mon père. Voici la dernière lettre personnelle, écrite par le sergent Frank Merrill avant qu'il ne soit tué au combat, a dit Laura, sa voix s'adoucissant avec révérence. Elle contient ses dernières volontés et son testament, concernant la propriété en question. Madame Davis a pris le document. La pièce était si silencieuse, que je pouvais entendre le faible bourdonnement de la climatisation. Elle a commencé à lire la lettre à haute voix, sa voix claire et stable. Elle a lu les mots de mon père, disant que le chalet était une forteresse de paix, et parlant de sa fierté pour moi. J'ai vu ma mère tressaillir. Et puis Madame Davis a atteint le dernier paragraphe. Et pour m'assurer que personne ne puisse jamais te le prendre, j'ai fait rédiger par notre avocat de famille une clause spécifique dans mon testament. Elle stipule que ta mère, Carole, a le droit d'y vivre, mais qu'elle n'a jamais le droit de vendre, de transférer ou d'utiliser la propriété comme garantie. La propriété finale, absolue et indivise, t'appartient. L'air dans la pièce a semblé se cristalliser. Les mots flottaient là. Une vérité indéniable, indestructible. Richard a fini par craquer. Cette lettre, c'est un faux. Ça doit être un faux. Elle l'a écrite elle-même, a-t-il balbutié, son visage étant une toile tachetée de panique. Laura l'attendait au tournant. Nous avons déjà fait vérifier l'écriture, par un expert médico-légal certifié, qui est prêt à témoigner, a-t-elle dit calmement. De plus, l'homme qui a conservé cette lettre en sécurité pendant plus d'une décennie, le sergent des marines à la retraite Peterson, est également prêt à témoigner sous serment de son authenticité. Et nous avons, bien sûr, assigné le cabinet d'avocats pour obtenir le testament original, lequel, m'a-t-on dit, confirme exactement cette clause. Chaque voie d'évacuation était coupée. Chaque mensonge avait été exposé. Et puis, ma mère s'est brisée. Ce n'était pas un cri de regret. C'était le hurlement brut et blessé, de quelqu'un qui venait juste d'être pris au piège. Elle a enfoui son visage dans ses mains, ses épaules tremblant de sanglots horribles et déchirants. Le son était laid, le son d'une personne dont le monde entier, fait de déni soigneusement construit, venait d'être démoli. On ne lui avait pas seulement menti. Elle avait été une participante volontaire au mensonge, et maintenant, elle devait y faire face. Madame Davis a reposé doucement la lettre sur la table. Elle a tourné son regard froid et analytique, vers Richard. Monsieur Stone, a-t-elle dit, sa voix dépourvue de toute sympathie. Vos options sont devenues extrêmement limitées. Vous pouvez accepter un accord de plaidoyer dès maintenant pour fraude criminelle, qui inclura le remboursement intégral de tous les frais juridiques, une ordonnance restrictive permanente. Et une importante période de mise à l'épreuve. Ou bien nous pouvons procéder à un procès pénal, où je vous assure que vous perdrez, et vous purgerez presque certainement une peine de prison. Le silence est descendu sur la pièce, épais et étouffant. C'était le son des mensonges en train de mourir. Richard est resté figé, telle la statue d'un homme vaincu. Ma mère pleurait simplement, ses petits sanglots étouffés étant le seul son, dans cette salle de conférence stérile. La bataille était terminée. Et dans le calme qui a suivi, il ne restait plus que les décombres. Richard a accepté l'accord de plaidoyer. Confronté à la certitude d'un procès qu'il ne pourrait pas gagner, il s'est couché. Il a été condamné pour fraude criminelle, a écopé d'une peine avec sursis, et a été frappé de 3 ans de mise à l'épreuve. Le tribunal lui a ordonné de payer l'intégralité de mes frais juridiques, le forçant à vendre sa précieuse BMW, pour en couvrir le coût. La vente frauduleuse du chalet a été officiellement annulée. Sur le papier, c'était une victoire totale. Une reddition inconditionnelle. Mais en sortant du palais de justice avec Laura, je n'ai pas ressenti l'euphorie que j'avais espérée. Il n'y a pas eu de poussée d'adrénaline triomphante, pas de doux goût de vengeance. Il n'y avait qu'un vaste vide creux. La guerre était terminée. L'ennemi était vaincu. Mais je me sentais juste fatigué, épuisé jusqu'au plus profond de mon âme. Gagner, commençais-je à réaliser, ressemblait beaucoup à survivre. Une semaine plus tard, ma mère a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais un sens persistant du devoir m'a poussé à balayer l'écran. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas demandé comment j'allais.
Elle s'est lancée directement dans une litanie de leurs difficultés, l'argent qu'ils devaient, la honte que Richard ressentait, à quel point leur vie était devenue difficile. C'était le même discours fatigant de victimisation, le même refus d'accepter ses responsabilités. J'ai écouté, pour une toute dernière fois, le son de sa faiblesse. Quand elle a eu fini, je n'ai pas discuté. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement énoncé ma propre vérité. « Es-tu heureuse maintenant, Dani ?» a-t-elle demandé, sa voix teintée d'une amertume manipulatrice. « C'est ça que tu voulais. » J'ai pris une grande inspiration, les mots venant d'un endroit de profonde tristesse, et non de colère. « Je ne suis pas heureuse, maman, ai-je dit doucement. Je suis juste en paix. Et j'espère qu'un jour, tu trouveras cela pour toi-même. Maman, ai-je continué, la voix douce mais ferme. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Mais je ne peux pas vous avoir tous les deux dans ma vie. Ce n'est pas possible. Je choisis ma paix, maintenant. Quand tu seras prête, vraiment prête à avoir une relation qui ne concerne que toi et moi, tu as mon numéro. D'ici là, j'ai besoin d'espace. J'ai mis fin à l'appel, avant qu'elle ne puisse répondre. Avant qu'elle ne puisse essayer de me ramener dans le vortex de leur chaos. Ce fut l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais eu à faire, une véritable amputation du cœur. Mais je savais que c'était nécessaire, pour ma propre survie. Ce week-end-là, j'ai conduit jusque dans les montagnes. Alors que je passais le dernier virage de la route de gravier, le chalet est apparu, se tenant silencieux et inébranlable parmi les grands pins, exactement comme mon père l'avait laissé. Il paraissait plus petit que dans mes souvenirs, mais tout aussi solide. J'ai déverrouillé la porte, et je suis entré. L'air était vicié, chargé de l'odeur de renfermé, d'inutilisation et de négligence. Une fine couche de poussière recouvrait tout, et quelques magazines de décoration de ma mère étaient éparpillés sur la table basse. Les fantômes d'une vie, qui n'était plus la bienvenue ici. Je n'ai pas ressenti de colère en regardant ces affaires. J'ai juste ressenti une finalité tranquille. J'ai passé la journée entière à me réapproprier l'espace. J'ai grand ouvert chaque fenêtre, laissant l'air vif et pur de la montagne s'engouffrer, chassant la vieille énergie stagnante. J'ai retiré les housses de protection des meubles, et je les ai battues à l'extérieur, jusqu'à ce que des nuages de poussière dansent dans la lumière du soleil. J'ai trouvé une pile de boîtes en carton dans la remise, et j'ai commencé à faire des cartons. Je n'ai pas jeté ces affaires. J'ai soigneusement emballé ces bibelots en céramique dans du papier journal, j'ai plié ces plaids, et j'ai empilé ces magazines proprement. J'ai tout emballé avec un étrange sentiment de détachement, comme un archiviste manipulant les artefacts d'une civilisation oubliée. Ce n'était pas un acte de colère, mais d'ordre, un acte de respect pour la femme qu'elle était, mais aussi une démarcation claire avec la vie qu'elle avait choisie. J'ai scellé les boîtes avec du ruban adhésif, et je les ai déplacées dans la petite remise de stockage à l'arrière. Le chalet était mon espace, désormais. La frontière était claire. En fin d'après-midi, je me suis assise sur le porche, épuisé et courbaturé, et j'ai sorti mon exemplaire usé des pensées pour moi-même. J'ai feuilleté les pages familières, jusqu'à ce que je trouve un passage que mon oncle avait marqué pour moi, il y a des années. Marc Aurèle a écrit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». J'ai réalisé que, pendant des années, mes pensées avaient été consumées par l'amertume, par l'injustice de tout cela. J'avais donné à Richard et à ma mère tellement d'espace dans ma tête, et ce, gratuitement. C'était terminé. J'ai refermé le livre, décidant sur le champ de ne plus laisser leur poison entacher ma paix. Mon dernier acte de la journée fut le plus important. J'avais appelé un serrurier de la Villée, alors que le soleil commençait à descendre bas dans le ciel, son camion a grondé dans l'allée. C'était un homme silencieux et efficace, qui a travaillé rapidement, retirant les anciennes serrures, et les remplaçant par de nouvelles, de haute sécurité. Il m'a tendu un jeu de 2 clés fraîchement taillées. « Tout est en ordre, madame », a-t-il dit avec un hochement de tête. Après son départ, je suis resté sur le porche, l'air frais du soir me donnant la chair de poule sur les bras. Les clés étaient froides et solides dans le creux de ma main. J'ai regardé la spectaculaire lueur alpine, les derniers rayons du soleil embrasant les sommets des rocheuses de nuances de rose et d'orange. Tenant les nouvelles clés froides dans ma main, j'ai regardé le dernier éclat de soleil disparaître. Le cliquetis métallique qu'elles faisaient l'une contre l'autre dans la soirée paisible, c'est le son d'un nouveau départ, un son de sécurité. Pour la première fois depuis très longtemps, la forteresse était vraiment en sécurité.
Quelques mois plus tard, l'odeur des grillades estivales, de la fumée de noyer blanc, et des hamburgers grésillants, flottait depuis le porche du chalet. Des rires résonnaient à travers les grands pins. C'était un rassemblement d'un genre différent, une famille d'un genre différent. Il n'y avait aucun parent par le sang, ici. Mes invités étaient la famille que j'avais choisie. Laura était là, son esprit d'avocate tranchant adouci par une bouteille fraîche de bière artisanale du Colorado. Le sergent Peterson tenait sa cour près du barbecue, racontant de vieilles histoires de guerre à un petit groupe de vétérans, que j'avais appris à connaître par le biais de son bar. C'étaient les personnes qui avaient formé ma ligne de défense, mon échelon de soutien. C'était ma tribu. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur la vallée, Laura a sorti une bouteille et 2 verres. C'était le Macallan 18, son liquide ambré foncé brillant dans le crépuscule. Elle en a versé 2 mesures généreuses, et m'en a tendu une. Elle a levé son verre. Au capitaine Merrill, a-t-elle dit, sa voix claire et pleine de chaleur, son toast s'élevant au-dessus des douces conversations. Qui nous a tous appris ce que signifie défendre sa forteresse. Les autres ont levé leurs bouteilles et leurs verres. Aura. A mugi le sergent, et le toast a été accueilli par un chœur d'acclamation. Nous avons bu, et ce scotch tourbé et velouté avait le goût d'une promesse tenue, d'une victoire gagnée non pas avec amertume, mais avec une loyauté inébranlable. C'était le goût du retour à la maison. Je ne suis pas retourné en service actif. Mes expériences m'avaient changé, elles avaient remodelé ma définition du service. J'ai été transféré dans la réserve de l'armée, et j'ai accepté une nouvelle mission. Je suis devenue consultante pour une organisation à but non lucratif, qui fournit un soutien juridique et administratif aux familles de militaires. Ma propre guerre m'avait appris à naviguer dans la bureaucratie complexe, qui piège si souvent les soldats et leurs proches. Je pouvais transformer ma douloureuse éducation en un bouclier pour les autres. Un après-midi, un jeune spécialiste, à peine âgé de 20 ans, était assis en face de moi, dans mon petit bureau. Ses épaules étaient affaissées, son visage marqué par l'inquiétude. Il m'a parlé de son ex-femme, qui essayait de réclamer sa prime de combat et ses indemnités, le laissant sans rien. Il avait l'air perdu, dépassé par un système conçu pour brouiller les pistes et épuisé. Je l'ai regardé, et je n'ai pas seulement vu un client. J'ai vu une version plus jeune de moi-même, isolée et attaquée. Je lui ai offert un sourire calme et rassurant. Ne vous inquiétez pas, spécialiste, ai-je dit, en tirant un bloc-notes juridique vierge vers moi. Nous allons construire un plan de bataille. Pour la première fois, j'ai vu une lueur d'espoir dans ses yeux. J'ai alors réalisé que c'était mon nouvel héritage. Mon père m'avait laissé une forteresse de paix, faite de bois et de pierre. J'allais construire un héritage de forteresse pour les autres, forgé à partir de connaissances et de résilience. Quelques semaines après cela, lors d'un paisible mardi matin, mon téléphone a sonné. J'ai vu le nom sur l'écran, et mon souffle s'est coupé. C'était ma mère. J'ai hésité un instant, puis j'ai répondu, mes nouvelles limites tenant bon. Sa voix était différente. Le ton paniqué et cassant avait disparu, remplacé par quelque chose d'hésitant, de presque fragile. Danica, a-t-elle dit. Je voulais juste te dire que j'ai quitté Richard. Je reste chez une amie pour le moment. Je suis restée silencieuse un moment, assimilant l'information. Il n'y a pas eu de « je suis désolé ». Aucune demande de pardon. Il y a juste eu un simple énoncé des faits. Ce n'était pas tout, mais c'était quelque chose. C'était un début. Je n'ai pas proposé d'arranger les choses. Je ne me suis pas précipité pour combler le silence. J'ai simplement pris acte de sa réalité, et de la mienne. Merci de me l'avoir fait savoir, maman, ai-je dit, la voix douce. Prends soin de toi. C'était une minuscule graine d'espoir, plantée non pas dans la terre brûlée du passé, mais dans un petit jardin soigneusement entretenu, et protégé par une clôture très solide. Ce qui en pousserait, je l'ignorais. Mais pour la première fois, je me contentais d'attendre et de voir. L'histoire se termine ici, par un matin frais et clair. Je suis assise seule sur le porche du chalet. Une épaisse tasse en céramique, remplie de café noir et chaud, me réchauffe les mains. La brume matinale s'accroche aux aiguilles de pin, et l'air est si pur, que cela fait presque mal de le respirer. Le monde est silencieux, à l'exception du bavardage d'un écureuil tout près, et du murmure du vent à travers les arbres. Je ne pense ni à Richard, ni à ma mère, ni aux batailles du passé.
Je ne planifie pas l'avenir. Je suis simplement ici, présente. J'ai combattu dans les coins les plus reculés du monde, j'ai enduré la chaleur, la poussière, et la menace constante de la violence. Mais la paix que je ressens maintenant, dans cet endroit, dans ce moment de calme, c'est la plus grande victoire de ma vie. C'est une paix que je n'ai pas simplement trouvée, mais une paix pour laquelle je me suis battu, que j'ai planifiée, et que j'ai construite de mes propres mains. J'avais enfin trouvé ma maison, non pas dans le bois et la pierre du chalet, mais dans la force tranquille de ma propre âme. Le capitaine Danica Merrill était, enfin, rentré chez elle. Et c'est ainsi que mon histoire se termine, juste ici, sur ce porche. La bataille pour l'héritage de mon père est terminée. Mais je sais que le combat le plus important, est celui que nous menons pour notre propre paix. Ma forteresse, c'est ce chalet, mais c'est aussi la résilience que j'ai trouvée en moi. Nous avons tous une forteresse qui vaut la peine d'être défendue. Si vous vous sentez à l'aise, je serais honoré que vous partagiez, dans les commentaires, quelle est votre forteresse personnelle. Que ce soit un lieu, une personne, ou un principe selon lequel vous vivez. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, si vous croyez au pouvoir de fixer des limites. Et pour rejoindre une communauté qui partage des histoires de force et de survie, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Merci de m'avoir écouté, et de faire partie de ma guérison. N'oubliez jamais, au grand jamais, de défendre votre